Hop là, bonjour à tous, bonjour Fernand, bienvenue dans King Energy. Retour, Fernand, déjà sur un Ares volume 16 qui a tenu toutes ses promesses. Bonjour, salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. All good. Ouais, je suis content d'arrêter, c'était pas mal. Il y a des imperfections, des axes d'amélioration, mais c'est pas mal. Ce qu'on a vécu, c'est pas mal. 100% de finish dans la soirée, mais c'est pas un petit mais. Je vais commencer par une petite note où peut-être que Fernand, le matchmaker, a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre avec le combat de Kenzo. Ou pas. Ou alors c'était quelque chose où tu t'es dit, il y avait. Enfin, c'était du 50-50. C'est possible. C'est possible que le management ou le matchmaking, c'est de savoir donner des opportunités aux jeunes avec une marche légèrement au-dessus pour que ils puissent affirmer qu'ils peuvent passer la marche, qu'ils utilisent cette marche pour monter, ou alors qu'ils échouent et qu'on réajuste derrière. Euh, c'est possible, ou c'est aussi possible que il a été pris à froid. On a très peu d'éléments pour savoir ce qui se serait passé. Malheureusement, euh, la performance validant la méthode, tout ce que je peux raconter n'a pas de sens tant qu'il n'y a pas de victoire. Ce qui est dommage, parce qu'on a 10 secondes et c'est là où peut-être que l'ancien a eu l'expérience de démarrer très fort et de se dire, là où Kenzo démarre en diesel, moi je vais démarrer en accélération et peut-être que je peux le prendre à froid. Donc oui, c'est possible, mais dans tout, il n'y a pas besoin de tomber sur un jeune pour avoir ces problèmes. On a vu le démarrage de euh, Daguerre Imavov. Daguerre, c'est un diesel. On a vu comment il a démarré. Son adversaire, Freitas, a compris qu'il fallait aller très très fort au début. Il lui a mis le feu. Heureusement, pour le coup, beaucoup d'expérience, un bon menton. Et puis finalement, il a repris les choses. Donc, le discours de, est-ce qu'on a eu le cœur gros en mettant ce jeune? Non, je pense que c'est un match qui aurait pu se passer bien, Après, mais quand je dis ça, c'est en termes de gabarit aussi, tu vois, parce que l'anglais était quand même imposant. Ou c'est quelque chose qui pour toi rentre pas non plus en ligne de compte. non, on a déjà Ouais, je sais, non, c'est pour ça, c'est par rapport à Nassourdine, mais. Hmm. l'OMM est tellement avancé qu'aujourd'hui on est d'accord qu'on peut dire sans risque de se tromper que le gabarit n'est pas le facteur déterminant pour le combat. C'est un combat dur, c'est un combat qu'on prévoyait dur, c'est un combat que Kenzo savait dur, qu'il a choisi, et ça avait un sens. Et je dis encore, si on, si on change de stratégie à chaque fois qu'on a une défaite, mais comment voulez-vous qu'on évolue? Imaginez-vous un seul truc. On dit, Baki a 6 combats, il va affronter un mec de 50 balais, de 50 combats. Il prend le mec, il s'est fait défoncer. Oh, il fallait pas faire ça, vous avez exagéré. Non, des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Des fois, deux athlètes de même niveau, de très bon niveau, peuvent, des fois, on a vu Teddy Riner perdre des matchs où il n'y avait pas de chance qu'il perde un match, où le classement était monstrueux, le gap différence. Et puis voilà. Attention, il y a beaucoup de choses à revoir, il y a de l'entraînement à refaire. C'est une manière de reconstruire le jeune, de construire le jeune. Ce sont les défaites qui construisent ces jeunes. C'est, euh, quand Nassoudine avait un combat, il a perdu contre un mec qui avait, qui n'est pas important, qui n'avait pas un grand palmarès et aujourd'hui,
Ça n'a rien changé sur la carrière de ce jeune-là. C'est juste un dos d'âne sur le chemin. C'est un petit dos d'âne sur le chemin d'un jeune de 19 ans qui était déjà excité, pressé de venir à la salle aujourd'hui, qui voulait absolument être là à la salle aujourd'hui. Je lui ai dit, si tu viens à la salle, c'est juste pour nous faire coucou. Je veux pas que tu t'entraînes parce que mine de rien, il y a eu un chaos. Quand il y a un chaos, il y a quand même euh, un, un petit mois d'observation à prendre en compte sans prendre des coups, sans s'entraîner. Et même juste les vibrations d'une séance d'entraînement classique pourraient t'apporter des difficultés. Donc, oui. Voilà. Et qu'est-ce que Oui, tu dis à un jeune comme ça après, comment? et qu'est-ce que tu dis à un jeune comme ça, tu vois, ou qui nourrit forcément de grandes ambitions, toi t'as des certaines attentes par rapport à lui, qu'est-ce que tu lui dis après un combat comme ça? C'est de lui dire la vérité. La vérité, c'est que c'est, comme je viens de le dire, il n'y a pas meilleure expression que de qualifier ça. C'est un dos d'âne sur le parcours d'un jeune. C'est, c'est un message de ça arrive, bienvenue dans le monde de la réalité. La défaite, ça existe dans notre monde. Deuxième le message, on t'aime. En tout cas, moi, personnellement, je connais ce petit depuis qu'il est pré-ado. Donc, tu imagines l'attachement que je peux avoir avec lui. Donc, forcément, je lui envoie un message où il y a plein de cœurs. Kenzo, je t'aime. Voilà. Je veux juste qu'il se rappelle que nous, autour de lui, on a une chaîne, on a un bloc d'amour avec lui. Parce que c'est ça qui constitue déjà le premier socle. Quand il sait qu'il est bien entouré, qu'on est bien, qu'on est ensemble, et qu'on lui dit, avec l'amour qu'on a, t'inquiète pas, on a vu ça plein de fois dans notre vie. Ceux qui sont faits pour être champions continuent leur chemin, apprennent et deviennent champions, et apprennent à ne pas être surpris, parce qu'en début de combat, euh, il a une attitude de très grand combattant très tôt dans sa carrière. L'assurance avec laquelle il rentre dans la cage, le style qu'il a, la manière dont il a les bras le long du corps et il est en train de bouger, de faire des feintes, des changements de garde et tout, c'est un style très avancé. Mais qui arrive sur un niveau de combat où les gens sont encore brutaux, où les gens démarquent du tout comme son adversaire et il est poids lourd. Parce que ne te fie pas à son corps pas aussi athlétique que le sont certains poids lourds. Il n'est pas mal. Nous, on le voit tourner avec des gens. Tiens, rappelle-toi le combat qu'il a fait avant. Il a battu Chabda. Elvis Chabda, c'est un mec qui a une trentaine de combats de Muay Thai, de kickboxing. C'est un mec qui boxe partout à l'international. C'est un champion d'Afrique. C'est un grand boxeur. Il était débordé. Il, pardon. Il s'est littéralement amusé avec lui. C'est ça qui te donne l'indication en te disant attention, peu importe ce que tu vois, il peut avoir juste une défaite parce que je n'étais pas là, tu m'as battu. C'est bon, ce jour-là, c'est une affaire de seuil de vigilance. Et donc, ce que je veux lui apporter comme message, c'est de dire, sur ton chemin vers ta construction, tu as eu un dos d'âne, à toi d'absorber ça comme une éponge et d'en faire un bel apprentissage. Alright, alright. Il y avait aussi, donc t'as commencé à en parler, d'Agir Imavov qui revenait après une longue période d'absence, donc en co-main event, d'Agir Imavov qui a dit qu'il voulait le title shot contre Monsieur Tonacroll, et en conférence de presse, t'avais pas l'air d'y être opposé. Du tout. Il le mérite largement. Je pense même qu'il mérite plus. Donc, par plus, ça veut dire UFC, selon toute vraisemblance. Ouais, je pense qu'il mérite plus. Ok. Et c'est-à-dire, genre, t'as des discussions pour le moment, ou c'est uniquement toi là qui dis ça et qui pose ça là? Non, je l'avais déjà présenté à l'UFC. Ok. Il a un nom qui est connu. Il s'appelle Imavov. Ok. Et les fratries, en général, ça marche, c'est bien.
Il y a plus, et aujourd'hui, il y a peu de fratries à l'UFC. Il y en a plus beaucoup. On a eu les Pétis, on a eu les Diaz. Euh, Peut-être qu'un jour, on aura les Imavov. Et donc, il a une locomotive qui est son petit frère, qui le tire et je pense qu'il le mérite. Je pense qu'il a fait son chemin, qu'il a vécu des choses de ouf. Et aujourd'hui, au moment où il était sur le point de prendre la retraite, il a son petit frère qui le tire vers l'avant, qui lui redonne la motivation et qui l'amène vers ce succès. Non, je pense qu'il mérite à un moment donné. Il a un très bon palmarès. Il est sur 3 victoires consécutives. Et il a terminé un vétéran de l'UFC. C'est pas un vieux vétéran de l'UFC, un relativement frais vétéran de l'UFC qui lui a apporté une grosse compétition et il a couché sec. Enfin, il a fait se plaindre, quoi. Enfin, je pense qu'il mérite à un moment donné de l'attention sur lui et c'est bien. Mais la ceinture contre Tona Kroll, c'est très vendeur. Je suis un bias. Je suis chaud. Alright. Il y avait aussi, bon, Axel Sola, très belle performance, hormis un petit moment à la Chris Weidman contre Luke Rockhold où il a fait peur à tout le monde. Sinon, pour le reste, très bonne performance à Anne, c'était comme on l'avait dit avant, annonciateur de belles choses pour lui. Monsieur Virgil Haugen, il a validé, il a passé un test avec succès, parce que franchement c'était dangereux, on l'avait dit avant, c'était effectivement dangereux pendant. 4 victoires consécutives, je crois, si je ne m'abuse à Arès. Est-ce que... Sûr. Non Ou... À 3 ou 4 3. 3 Parce qu'il ouais, ouais, 3 victoires. 3 victoires en tout cas chez les middleweight, personne n'a fait aussi bien dans cette catégorie. Est-ce que... Voilà, petit combat pour le titre ou... On n'est pas loin. Ok. On n'est pas loin. Je pense à l'heure où le titre est un peu vacant, on n'est pas loin. Je pense qu'il pourrait avoir quelque chose. Il pourrait se passer quelque chose. Je ne le sais pas encore. C'est très tôt. Parce que mine de rien, la KT, elle n'a pas si fourni que ça. Donc, ça peut être intéressant de le voir contre euh, un gars comme Vlad, qui est archi explosif, et voir ce que ça donne. Ça peut être intéressant. C'est un combat qui était prévu d'ailleurs, qui ne s'est pas fait. Mais oui, rapidement, je pense que s'il continue à faire ce qu'il fait rapidement, il va être sur les discussions pour faire la ceinture. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour être un champion. Ok. Il a non, franchement, non, il a la gueule, il a le talent aussi qui est hyper important. Et il est beau gosse, il peut vendre des t-shirts, il a un look à part. Tête sur les épaules. Il a la tête sur les épaules, tu l'entends parler, c'est carré, c'est intelligent, ça tient la route. Moi, je suis fan, j'aime bien. Vraie question, Fernand et aparté, comment est-ce que tu gères ça juste toi avec ta casquette de Fernand Lopez, boss d'Ares? Le fait que là, comment est-ce que je peux dire ça? Tu vois, il y a un moment donné à Ares 2022, on était sur des talents où on savait, enfin tu vois, les Lebou, les Karlamoussou, on savait qu'ils n'allaient pas vraiment bouger d'Ares. Donc pour toi, c'était... Enfin, je veux dire, je pense que pour toi, en tant que promoteur, c'est pas mal. Là, il y a plein de gars qui sont hyper jeunes, où tu sais que les gens commencent à les aimer, on va parler de Baki un petit peu plus tard, et tu te dis, merde, quelque part, t'as un countdown aussi de ton côté, de te dire, bah je sais que s'ils continuent comme ça, dans 3-4 combats max, ils vont partir. Donc comment tu gères un petit peu cette balance-là entre, bah c'est des mecs qui sont bien, les gens ont envie de les voir combattre, mais je sais que rapidement, bah comme tu vois par exemple avec Dagir, où là il est en co-main, si tout se passe bien, en fait c'est ça, au mieux, il fait un combat de plus à Ares. Enfin, pour toi en tant que boss d'Ares, il fait au mieux un combat de plus. C'est le deal dès le départ. Aujourd'hui, à l'état où on est avec Ares, c'est le deal. Sur notre prochaine levée de fonds, si on lève correctement les fonds, on va passer à un next level où on peut les conserver. Un next level où on peut leur donner beaucoup, beaucoup plus que ce que l'UFC leur donne. Et à partir de ce moment, ils vont se dire, bon, il y a une compensation financière. Mais là, c'est le deal.
Le deal, c'est de se dire que on crée la circulation. Moi, de toutes les façons, dans tous les projets que j'ai souvent eus, je pense à la circulation. Il faut que ça circule. Il faut qu'il y ait un turnover. Il faut qu'il y ait des gars qui arrivent, font leur période, donnent ce qu'ils peuvent donner. Nous, on leur donne ce qu'on peut donner pour les élever. Et puis, ils vont ailleurs et puis on les revoit autour de nous comme Nassoudine. Nassoudine est passé à Arès, mais aujourd'hui, il est là, il apporte son soutien comme un coach, comme un spectateur, comme un VIP. Il est là autour d'Arès et parce que on a su lui donner quelque chose. William Gomis a été sur Arès et puis on a su lui donner quelque chose et puis il peut revenir et puis il peut donner. Je pense que c'est le deal à faire, c'est qu'il faut comprendre qu'on ne peut plus retenir la personne. Tu as un stagiaire dans ton entreprise, la sueur. Au bout d'un moment, la convention de stage, elle est terminée. Le gars, il a des propositions de sommes incroyables. Tu fais le choix. Tu essaies de le forcer, de le retenir, mais sans rien, c'est difficile. Autant le libérer, qu'il aille ailleurs, que tu puisses composer avec lui, avoir des bons rapports et qu'in fine, à la fin, il apporte la lumière déjà du fait que tu sois un incubateur. C'est qu'aujourd'hui, il y a 2 heures, j'ai encore eu un coup de fil du matchmaking de l'UFC qui me demandait euh, la libération d'un combattant. De plus en plus, c'est qu'il ne se T'as dit passe pas oui? une semaine sans qu'on soit contacté et qu'on nous demande qui gère un tel, comment on fait pour... voilà. Donc, Et t'as dit oui ou pas? Juste pour le combattant. oui, bah oui, Ok, toujours. d'accord. Non, mais c'est plus par rapport... Même toi, enfin, voilà. Melissa Dixon est derrière. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que pour AS, tu vois, ça affirme un peu plus la place de tremplin vers l'UFC. Mais tu te dis merde, pour cette catégorie Bantam, nos deux contenders, oui, deux futurs contenders, bref, je me comprends, on les a plus. Et en plus, il y a pas long... Vas-y, ouais, et il y a Ivana aussi qui est partie. Ça la laisse de la place. Hmm. Ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que la nature aura du vide. Il faut juste que nous, en amont, on fasse du recrutement et qu'on remplisse les cases à chaque fois. C'est tout. Au bout d'un moment, limite, faire circuler les choses, c'est bien en fait. Parce que si tu ne fais pas circuler, tu as ces jeunes-là, tu peux plus rien en faire. Tu les as, ils sont là, ils sont stockés, ils sont mécontents, ils peuvent pas combattre et ils n'avancent pas. Non, moi je pense qu'au bout d'un moment, il faut désenclaver. Faut trouver une solution pour que ça respire un peu. Et c'est ce qu'on fait. C'est c'est ce qu'on fait petit à petit. Aujourd'hui, très clairement, on aurait eu un gros bouchon avec une ceinture intérimaire en welterweight. Aujourd'hui, la ceinture intérimaire, welterweight n'y est plus. De manière très claire, euh, ça a lié au PFL dorénavant. Donc, sous peu, on va annoncer son prochain combat très rapidement, mais on crée de l'espace. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Baki commence à voir un peu plus clair. Il y a des éliminations qui se font et on va vers quelque chose de plus concret où on va toucher à un bel adversaire, quelque chose d'intéressant pour lui qui a un sens pour qu'on voit si ça match ou pas. Et donc là, pour Baki, donc après avoir vu comment ça se passe avec les transfuges vers UFC, concernant Baïsangour, très belle performance contre un adversaire où je sais pas ce que t'en as pensé. Déçu. Il m'a Je un suis peu déçu. déçu. Oui, j'ai pas l'impression qu'il Je suis, était venu pour gagner. on a fait beaucoup d'efforts pour l'avoir. On a fait énormément d'efforts pour l'avoir et essayer de donner cette possibilité à Baki de pouvoir s'exprimer contre un grand nom. Et j'aurais voulu qu'il apporte un peu plus d'adversité. Je, je comprends que sur une stratégie, sur un game plan, qu'on puisse avoir une annihilation complète des efforts de la personne. C'est toujours ça. Hein. C'est que un combat se joue toujours à une bascule. Hein. C'est que tu fais ton game plan bien, bah, ça se passe bien, et tu décomptes du game plan une seconde, tu rentres en enfer. C'est
On l'a déjà vu. Pour parler encore du combat de Francis contre Cyril, on a les deux premiers rounds où c'est une balade, et puis on a les trois autres rounds où ça bascule, la moitié du combat bascule. Et ça te montre combien de fois un combat peut être facile si jamais tu respectes le game plan, ou peut être très compliqué si tu ne le respectes pas et ça bascule en enfer. Donc, comment... Enfin, déjà, est-ce que tu as une discussion avec Escudero à la fin du combat pour lui dire... Enfin, ou pas du tout? Non, Non, ça s'est passé... non, comment dire, c'est plus plaisant d'avoir à discuter avec un monsieur qui est venu et qui a fait une très belle performance. Par exemple, l'adversaire Dilian? d'Abdul, Oh, ok, ok. Ouais. l'adversaire d'Abdul, par exemple, qui est le Polonais qui a perdu à moins quelques secondes de la Ouais. fin. C'est plus facile d'aller discuter avec lui et le féliciter pour la complexité qu'il a apportée sur le combat que d'aller mettre quelqu'un mal à l'aise. Efren Escudo, c'est un monsieur qui a une famille, qui est respecté, qui a fait des beaux jours à l'UFC, qui est sur la fin. Euh, c'est embarrassant d'aller le voir pour discuter avec lui sur sa contre-performance. C'est une contre, d'autant plus qu'il était blessé. Il a eu la main cassée dès le début du combat. Peut-être que ça explique quelque chose, mais c'est pas tout. On voit qu'il a été débordé. Euh, non, je suis comme tout le monde. Il y a des combats où tu regardes le combat et t'es déçu. T'es déçu. Moi, je suis déçu de sa performance et pourtant fier de la performance de Baki. Content qu'un jeune comme Baki puisse euh, faire un display de ses skills comme ça, d'étaler son répertoire technique comme ça, c'est quelque chose de bien. Mais la performance de son adversaire vient réduire l'impact de ce qu'il aurait pu faire. Parce que cet adversaire-là, s'il a la combativité s'il a la combativité de qui déjà, de l'adversaire, il y a eu un adversaire extrêmement combatif qui a pris beaucoup de coups mais qui ne lâchait rien, c'est qui Bah, j'oublie. c'est pas l'adversaire d'Ilian Boifia? C'est ça, Ouais. Ilian Boifia qui ne lâchait pas et qui était là. Même l'adversaire euh, comment il s'appelle? C'était pas non, Alioune, ça s'est fini vite Ouais, avec le ça look, c'est mais vite. il y avait un autre gars qui était tatoué et qui a pris pas mal de coups et qui n'a pas lâché l'affaire jusqu'au Ok. bout. Ça ne me revient pas. En tout cas, quand ça a de l'endurance, quand ça résiste et tout, c'est beaucoup plus intéressant. Quand ça se passe comme ça s'est passé, c'est compliqué. Ah oui, Alors, l'adversaire d'Axel? c'est ça. Oh là là. Oh, voilà. L'adversaire d'Axel a montré une résilience incroyable. C'était vraiment une envie de ne pas lâcher l'affaire alors que c'était dur. Il a même joué de la roublardise, il était malin, voilà, il a fait des feintes, c'était excellent. Non, l'adversaire sans le vouloir, il a gâché la fête. C'est sans le vouloir. C'est que des fois, on dit, je gâche la fête parce que je viens mettre la clim et que je bats le gars local. Mais là, il a gâché la fête en n'étant pas au rendez-vous. Il n'a pas été au rendez-vous, c'était pas, voilà quoi, et du coup, Baki a envie tout de suite de reprendre un gros nom, mais attention, il a apporté quelque chose, d'immense, ce que, euh, Baki, aujourd'hui, au classement mis à jour de Fight Matrix, aujourd'hui, est numéro 1 en France. C'est, c'est, Baki était classé 341 au classement mondial et il est aujourd'hui 127. Le numéro, alors, il n'est pas encore mis à jour, il n'est pas encore classé chez les welterweight, il est encore classé chez les middleweight puisque c'est un cashweight. Mais en tout cas, le numéro 1 chez les welterweight, Michael Lebou, est classé 207 mondial. Baki est classé 127 mondial. C'est très intéressant parce que on voit bien qu'en l'espace d'un combat, il a gagné un peu plus de. Voilà, il a gagné énormément de place et que
Chez les middle aujourd'hui, on a quand même une. C'est là où j'aime aussi le travail d'Arès, mine de rien. On a Nassoudine Imavov qui est classé numéro 1 en France, normal, numéro 12 à l'UFC, sans sens. Il y a un top 5 des middleweight, et le top 5 des middleweight, c'est qui? Il y a euh, Abdulrahimov, Ares, il y a Baki Ares, il y a Ibrahim Mané Ares, il y a Grégory Baben, Bellator, et puis il y a Virgile qui entre à la 7e place, Ares, en middleweight. Donc, il y a deux personnes qui n'ont rien à voir, qui sont Abdul, qui est le numéro 1 en welterweight, et derrière lui, Baki tout de suite. Et derrière lui, Michael Lebou. Euh, je sais pas, j'ai envie de titiller Michael Lebou et le retirer de la retraite. Je me dis que ça ferait vraiment sens. Je pense que s'il y a des gens parmi vous qui veulent voir le combat Michael Lebou contre Baïsancourt, mettez-nous des commentaires, donnez vos avis, ça me ferait plaisir parce que je pense que Michael Lebou, il en a encore sous la semelle, il peut encore accélérer. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire. Je pense qu'il y aurait un véritable équilibre de son expertise, de son expérience. Et je pense que Baki pourrait venir montrer qu'il est le nouveau chef, chez les welterweight. Et c'est ça Donc pour quelque une chose de bien. ceinture en jeu, la ceinture indisputed. Enfin, incontestée. Oui, Ok, ok, je serais chaud. ok. Si les deux m'entendent, si Michael Lebou est chaud, si Baki est chaud, moi je serais chaud pour qu'on mette les deux noms et qu'on aille chercher une ceinture pour les deux. Parce que du coup, je pense que il mettrait à feu le dôme et puis derrière ça, voilà quoi. La retraite pourrait être bonne ou pas pour Michael C'est ça. s'il décide de partir après, mais ça pourrait aussi être une bonne consécration pour Baki ou alors une marche trop haute pour Baki. Mais je me dis, bon, numéro 2 numéro 3 ça peut passer. Ok, ok. Moi j'aime bien, mais peut-être que c'est trop tard pour Michael Lebou, c'est ce que je me dis. Ça veut dire que toi, sur ce que tu vois Baki gagnant. Ouais, je vois Baki, ouais. Ouais, je vois Baki. Du coup, Je vois vous me faites Baki. peur, en fait. C'est un gros. Finalement, Baki, il est plus fort que ce qu'on pense. Parce que Michael, Ah on ouais, ouais. parle de Michael qui a débordé Calamousse, quoi. Ouais, Michael, c'est quelque ouais, chose. ouais, ouais, ouais. Ouais, mais bah à voir, hein. Peut-être que là il nous écoute et qu'il va se dire allez, je vais calmer tout le monde et revenir. Mais bon, je me dis ouais non, Baki c'est Écoute, justement toi tu le vois comment Baki intrinsèquement parce que c'est toi qui le coach et euh, comment je vois Baki? Je le vois, je le vois comme un futur. C'est le futur. C'est vraiment le futur. Mais je pense que quand je le vois sérieusement tourner, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des trous, il y a encore des petits manques, des petits manquements tout petits comme ça que Michael pourra accepter. Il y a des petits, je ne vais pas le dire parce que stratégiquement, ça pourrait être dommage de le dire là, mais je verrais bien des espaces où Michael peut s'exprimer parce que il y a encore des choses à améliorer dessus. Maintenant, je pense vraiment que ce combat-là, bien préparé, avec 2, 3 mois de préparation, pourrait amener à quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, est-ce que Baki sera encore là? Je ne sais pas. Et s'il est là, peut-être que Félix Klinghammer va vouloir cette ceinture et il a le droit. Si Klinghammer est chaud, on est partant aussi. Maintenant, je sais juste que Klinghammer, c'est moins vendeur parce qu'il n'est pas français. Mais cependant, s'il est chaud, c'est quelque chose qui peut nous intéresser parce qu'il est très fort. Bah voilà.
Aujourd'hui, voilà où on en est dessus et ça peut être intéressant. Ouais. Bah voilà, tu vois, je serais plus chaud pour Klinkhammer sportivement, mais c'est vrai que par contre, le Boubaki, pour tout ce qui est avant combat, divertissement, je signe tout de suite. Voilà. Euh, euh, ok, Voilà. on verra bien. Voilà. Attention, moi Ouais. aujourd'hui, je suis à la situation où ce- il y a Ibrahim Mané qui doit combattre pour la ceinture. Il a envie de la ceinture. Il mérite la ceinture aussi, Ibrahim Mané. Donc, si Ibrahim se présente qu'il est chaud tout de suite, ceux qui sont chauds, j'ai envie de les mettre devant. Moi, je veux qu'on avance. Je veux que les gars qui disent, moi, je suis disponible là pour combattre tout de suite, et qu'il y a un adversaire qui est chaud, qu'on signe, qu'on avance. Je suis un peu comme vous l'avez dit, vous le savez déjà, c'est pas un secret, les organisations. Vous avez déjà vu que l'UFC n'aime pas ces combattants qui disent je vais attendre parce que j'attends le bon adversaire, parce que j'attends le mieux classé, parce que j'attends celui qui n'est pas mon poteau, parce que non, il faut que ça avance au bout d'un moment. Et donc, s'il y a des gars qui sont chauds et qui se montrent, et que ce soit Klinger, que ce soit Michael Lebou, que ce soit Monsieur Mané, que ce soit dites-moi ce qu'on doit faire et puis on avance. Ok, bien. Et dernier point, Ilian Boafia, il y avait pas mal de hype autour de lui avant le combat. Gros choc parce que c'est vrai qu'il domine globalement, il se prend certes un knockdown, il s'impose par TKO. Qu'est-ce que t'as pensé de la performance? Est-ce que tu te dis là aussi que c'est vrai qu'on voit que peut-être le premier combat à RS quand on est jeune combattant, c'est pas comme un combat parmi tant d'autres? Et ouais, ton ressenti. Mon analyse va vous paraître, c'est pas le combat en soi et les coups qui ont été donnés que j'ai regardé chez Ilian. Il y a, j'ai regardé le coup d'œil. J'ai regardé l'instinct qu'ils ont, le côté où ils veulent amener le combat. C'est pour ça que je vous parlais de la carte du futur. Les facteurs prédominants pour déterminer les gars qui pourraient arriver un jour dans le top 10 de l'UFC sont des facteurs qui sont autre chose que le physique. C'est plus de l'ordre du cognitif. Voilà un jeune combattant qui n'a pas encore combattu sur une organisation comme Ares. Il débarque, grosse pression sur ses épaules. Tu l'entends à l'interview, il dit, je sais que les gens m'attendent au tournant parce que j'ai cette casquette de sparring de Shimaev. Je sais il est conscient qu'il est attendu au tournant, que ça porte l'œil. Il est conscient que c'est difficile. Il est sous pression. Mais il accepte le défi. Il prend un adversaire qui est beaucoup plus expérimenté, qui est malin. Il va installer un game où tu sens qu'il y a de la maîtrise dans ce qu'il fait. Son cadrage, il est maîtrisé. La manière de mettre un bras avant et attendre que l'autre revienne faire le pivot pour venir croiser son bras arrière dessus, c'est extrêmement maîtrisé. Quand tu vois qu'il le fait 2 fois, 3 fois et qu'il piège le gars à poids, ajuster la distance, c'est du très, très haut niveau. C'est difficile à lire quand tu vois. Quand, dans le cafouillage de la boxe, les gens échangent, tu vois pas le placement des jambes, tu vois pas les déplacements, tu vois pas les interactions, comment ils s'approchent et s'éloignent. Tu vois pas les angles morts pris lors des pivots. Tu ne prêtes pas vraiment attention à ça jusqu'à ce que tu aies un certain niveau, une certaine expertise. Je pense que des personnes comme toi qui bouffent le combat à longueur de journée parce que tu regardes beaucoup de combats pour analyser, même si tu n'es pas un combattant pro de MMA, tu analyses beaucoup, les gens sous-estiment ça, c'est de la grosse compétence. Je te fais à PY et toi, je vous fais extrêmement confiance dans l'analyse parce que j'ai déjà discuté avec vous. Je vous ai déjà entendu parler MMA. Vous êtes probablement des gars du média qui le faites le mieux. Vous savez vraiment analyser. J'ai déjà entendu des conseils quand on est en camp d'entraînement, en préparation. Les conseils que vous donnez, c'est très pointu. Je ne le dis pas pour te cirer dans le sens du poil. Je suis sincère ce que je viens de dire là. Je sais de quoi je parle. L'analyse que vous avez, elle est très... Parce que vous bouffez du combat. Et à force de bouffer le combat, vous commencez à voir des choses.
je pense que quand je vois l'interaction entre Ilian Boiffier et son gars, Cyril est à mes côtés, Benjamin est là, on est tous en mode, OK, le combat commence, Cyril, voici sa confidence, je vais le balancer en public. Cyril dit, j'ai peur pour lui. Le gars qu'on lui a mis est beaucoup plus expérimenté et le public va être très dur avec lui vu la hype qu'on a mis sur lui. J'ai vraiment peur pour lui. J'espère qu'il va s'en sortir ce soir. Le combat commence. Il n'y a eu que 2 jabs de la part de Boifia, mais il a déjà fait un cadrage. Il est sorti, il retouche, il sort, il retouche. Et Cyril dit, c'est bon, j'ai vu ce que je voulais. C'est bon, il est bon. J'ai déjà vu ce que je voulais. Il est intouchable quand il veut. Il va toucher quand il veut. Et c'est le même ressenti que j'ai eu. Il y a un moment de panique quand le combat commence avec Adrien Rocha. Il y a un moment où tu te dis, OK, le petit, il est sous contrôle. Quand il est touché, c'est parce qu'il est gourmand. C'est parce qu'il cherche trop. C'est parce qu'il veut faire le... Est-ce que tu te rappelles de ce combo parfait que Conor McGregor avait fait sur Eddie Alvarez, ouais. Où il va mettre 4 coups et tous les coups tombent dans la perfection. Pour ajuster son coup, il va toucher et il va sentir que la frappe de Eddie Alvarez passe de 10 cm. Il se rapproche tellement, la prochaine fois qu'il le fait, elle touche quasiment sa barbe. Voilà le risque qu'il va prendre. Mais sauf que Conor, c'est Conor. Il a du métier. Et quand tu vois ça sur Ares, un petit jeune comme Ilian, qui est capable de faire ce genre de calcul et de réajustement en temps réel, parce qu'il a compris qu'il a la longe et que l'autre est petit et qu'il peut ajuster un peu, c'est là où tu te dis, il a quelque chose. Ces ajustements-là, je l'ai vu sur Youssouf Binaté. Il est en pleine improvisation, il est capable de se dire, bon, le gars, il n'est pas venu rigoler avec moi, il veut me descendre. Comment je fais pour capitaliser? D'abord, je change de direction, je l'endors pour réfléchir. Quand j'ai trouvé la solution et que je vois qu'il surengage et qu'il pense son bus à l'avant, je lui mets un contre-temps en changement de direction avec un genou, boum, ça le tue. Ça, c'est des choses qui t'indiquent qu'il y a un truc qui se passe. Et c'est cette lecture-là que j'aime. Alors que le combat en lui-même, je ne le vois pas. Tu prends le combat de Dagui Imavov. Tu vois que les gens se chiffonnent. Tu vois qu'il frappe, l'autre il frappe, Dagui essaie de bloquer, il réfléchit, il prend son temps, il réfléchit, il revient, il réfléchit. Et quand tu réanalyses comment il arrive à décocher ce fameux crochet, le positionnement qu'il a, la rotation complète qu'il fait ici pour charger et libérer avec un grand rendement, c'est fabuleux. C'est ce que moi je kiffe dans ce sport. Moi, je suis un pur fan du côté fimeux en Muay Thai, du côté artistique de la chose. Le combat est une toile, une peinture où à la fin, on attend juste ces quelques gouttes là qui tombent sur le tableau et la signature de Picasso en bas. Ce truc là qui fait signature finale, je me retire. Échec et mat. J'ai tué mon gars. Et c'est ce que je constate sur tous ces jeunes qui ont quelque chose. Le cas de Virgile, par exemple, tu vois que c'est un combat de très, très haut niveau. Ce combat aurait pu avoir lieu à l'UFC que tu ne dis pas, mais c'est quoi ce combat? Entre Virgile et Mantas, très bon niveau, très solide les deux. Il a un problème, il va résoudre le problème. Je vous ai annoncé, Mantas, c'est un problème. Et il a résolu le problème. Il a réfléchi avec sa team, Ali Kassata aux commandes, ils ont réfléchi, ils ont trouvé la solution. Écoute, tu sais quoi? Voilà ce qu'on va faire. Boum, boum, tu vas le coller. À partir de là, tu ne le lâches plus. Tu vas vraiment mettre une vraie ceinture. Et quand tu as la ceinture, tu l'arraches, tu me le poses au sol, tu me l'amènes dans le coin et on va travailler. C'est fantastique. Et c'est ce que moi j'observe. Donc, dans le cas de Ilian, il a été déçu parce qu'il m'a demandé comment tu as trouvé mon combat et je lui ai dit, je n'ai pas checké tes frappes, les impacts, le coup, les soumissions, les non-soumissions, les amener au sol, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était où tu étais positionné quand le gars t'attaquait et où il était positionné quand tu étais attaquant. Ce qui m'intéressait, c'était de voir ta réflexion pour la mener à quelque chose. Regarde le combat d'Ilian une seconde fois.
il y a un moment donné où il piège son adversaire, il l'amène à se déplacer sur la droite, la droite, donc la gauche de l'adversaire, et au bout d'un moment, il va penser qu'il est dans l'axe, il est aligné, il va lâcher son missile en surengageant parce qu'il s'est dit là, je le tiens, et il va louper le coup, et tu l'entends qui dit ah, on est en temps réel dans le combat. Mais le gars, il vient de faire comme quand tu joues à la PS et tu rates une frappe à la FIFA et tu dis oh, est-ce que tu captes le truc? J'aurais rêvé avoir le niveau de lucidité qu'ont ces petits-là. On parle des jeunes qui ont 2 combats, 4 combats. C'est un autre niveau. Moi, j'adore. Et ben voilà, donc début globalement réussi pour Ilian. Fernand, petite transition avant le gros sujet du jour qui est le game plan. T'as parlé donc Aldric qui avait fait une très grosse soirée avec un 2/2 à Arès plus une victoire au Brave vendredi. Et Aldric qui aura Manon Fiorot contre Rose Namajunas à l'UFC Paris. J'ai vu ton message de soutien sur Twitter. Qu'est-ce que tu penses de ce combat-là? Bah, personnellement, moi je trouve que là, dans ceux qui ont été annoncés, on est sur un truc où il y a gros suspense. Gros suspense et gros hype. Moi, j'adore. Là, jusque-là, sur la Fat 4, le combat qui m'a hype le plus, c'est le combat de Manon Fiorot contre Rose Namajunas. C'est une dinguerie. Vous ne vous rendez pas compte parce que peut-être que vous n'êtes pas très pro MMA féminin, mais ça, c'est un combat de malade. Je te dis, je suis plus hypé par le combat Manon Rose Namajunas que par le combat Cyril Spivak. Et pourtant, j'aurais fait pareil que l'UFC, j'aurais mis de très loin le combat de Cyril Spivak en main event parce que ça a un sens, parce que Cyril a déjà fait des pay-per-view qui ont déjà rapporté beaucoup d'argent et donc mondialement, l'UFC a beaucoup investi sur lui, il est bankable, il est vendeur, il vend beaucoup, tu peux pas faire autrement que de l'annoncer, tu peux pas faire autrement. Mais en termes de suspense, d'intensité de combat, de style de combat, le combat Rose Namajunas contre Manon, c'est le fight, c'est l'opportunité rêvée pour que Manon établisse littéralement sa position et qu'on comprenne qui est Manon Fiorot dans le monde. Et tu le vois comment, toi, ce combat-là? Tu vois ça se dérouler comment, si tu prends ta petite boule de cristal? Si je dois être honnête avec toi, je souhaite que Manon gagne, mais si tout dépend de ce qu'on va trouver comme Rose Namajunas. Ça veut dire que si Rose, qui est hésitante, arrive, parce que Manon, elle est stable, elle est solide, elle est stable, c'est carré, ça ne bouge pas. C'est ce qu'on va avoir, ouais. Voilà, Rose, c'est un peu un mot de dents d'ici. Donc, tout ce que nous, on souhaite, c'est que Rose arrive quand elle est pas à son top du top, pour que ce soit une victoire assurée. Je ne dis pas que si elle est à son top, c'est une mission impossible pour Manon, ça devient beaucoup compliqué. Si Rose, qui est en état de flow absolu, état de flow en boxe, état de flow au sol, elle est ultra complète et c'est effrayant. Si Rose, qui est capable de marcher devant une fille qui a été 7 fois championne du monde de Muay Thai, arrive devant toi et qu'elle est bien et qu'elle est capable d'aller chercher la soumission sur une fille qui a été championne olympique de lutte, arrive devant toi, c'est un problème. C'est résolvable quand on s'appelle Manon Fiorot, mais c'est un gros problème. C'est pour ça que je te dis, je kiffe le fight, parce qu'il est salement équilibré. Il est vraiment équilibré. Et maintenant, on ne peut que Et pourtant, je te dis, hein, tu as vu la vidéo que j'ai fait avec Rose, qui m'a accordé une fleur pour faire, c'était quoi? C'était une espèce de message d'encouragement à Iris Mahmouzed, la combattante d'Arès. C'est une amie. J'aime bien comme un fight, j'aime bien son état d'esprit, son côté de pouvoir se concentrer et sortir le meilleur d'elle-même quand elle est sous pression. Mais là, je suis team Manon Fiorot à fond. Let's go, bah oui, bah toute la France sera derrière Manon, c'est vraiment le combat pour elle pour passer au next level, tout simplement. Fernand, donc le gros sujet que nous entamons que maintenant, c'est le game plan.
le game plan, Fernand, en MMA. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est pour celles et ceux qui découvrent peut-être le MMA par ce podcast? Le game plan, c'est quoi? C'est une préparation. On va dire, pour faire simple, c'est juste une planification. On planifie et on essaie de mettre tous les éléments de notre côté pour qu'il y ait le moins de surprises possible. Mais le principe même du game plan, c'est que ce n'est qu'un game plan et que ça peut aller de travers, ça peut ne pas se passer comme on a prévu. Et donc, il faut garder une part il faut garder une part euh, de, 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 de non, comment dire, une part de hasard, il faut garder un espace pour ce qui se Pour passerait comme pas l'improvisation? prévu. Ouais. Voilà, c'est important de garder une place à l'improvisation parce qu'il y a un moment donné où tu auras besoin d'improvisation parce que le gars ne fait pas comme tu avais prévu. Donc, le game plan, c'est ça à la base, c'est de préparer la guerre, préparer le combat. Et est-ce que un game plan doit être simple? Oui, plus il est simple, mieux il est. Maintenant, le game plan doit être préparé en adéquation avec le combattant. Ce qu'on va dire au combattant, ce qu'on va prévoir pour le combattant doit être quelque chose de simple pour lui s'il est simple dans son esprit. Attention, simple ne veut pas dire simple d'esprit et donc pas intelligent, mais juste qu'il y a des intelligences émotionnelles, il y a des intelligences, je vais dire, commerciales, il y a des intelligences, et elles sont toutes différentes. Je prends le cas d'un gars comme Laureano Staropoli. Le game plan de Laureano Staropoli, vous allez rigoler. Donc le game plan contre Michael Lebou. C'est ça, contre Michael Lebou, vous allez rigoler. C'était un game plan où pendant longtemps, j'écris, je cherche ce que Michael Lebou fait de bien, fait de mal, fait de bien, fait de mal, je réfléchis, je me dis comment on peut faire. Et puis au final, on se met à faire la préparation. En plein milieu de camp d'entraînement, je reprends le PDF. Je dis, mais comment tu peux mettre 2 pages à un mec qui n'est pas très élaboré dans sa manière de penser MMA? Staropoli, Pépi n'est pas cognitif en MMA. Il a d'autres intelligences, pas celles du MMA. Il n'est pas câblé en mode... Donc, du coup, quand tu l'entraînes, tu sens qu'il y a des choses qui manquent. Et tu te dis, comment on fait avec de telles carences pour battre un cerveau comme Michael Lebou, avec beaucoup d'expérience? Il est bon au sol, il est bon en lutte, et il a appris à boxer. Maintenant, il sait bien boxer, Michael Lebou. Et je vais arriver avec quelque chose où je vais dire, on va faire la boxe croisée. Ça va être simple. En gros, ce qui m'a sauvé, ce qui nous a aidé, c'est que j'ai maté les anciens et les vieux combats de Pépi. Et sur son premier combat et son deuxième combat à l'UFC, il est brut de pomme. Il ne sait rien faire d'autre que avoiner comme un barman, comme un alcoolo, quoi. Le gars, il envoie des parpaings dans tous les sens. Et il va gagner ce combat avec une agressivité inouïe. Et ça va m'inspirer. Et je me dis, bon, Michael Lebou va arriver avec une volonté de le faire tomber. Mais Michael est très intelligent, il ne va pas te faire tomber tout de suite parce qu'il sait que Pépi est lourd, Pépi cote beaucoup. Donc, Michael Lebou va faire ça, des incertitudes, pour boxer, lutter, jusqu'à ce que Pépi perde la tête et qu'il l'amène au sol. La deuxième des choses qui me conforte dans l'idée de choisir ce game plan, c'est que Pépi est désemparé. C'est un Argentin qui est sorti de l'UFC, qui a vécu une déprime, qui n'est pas bien, que j'appelle à l'époque pour venir affronter Abduragimov. Il me dit, je suis pas bien dans ma tête et c'est un truc de fou. J'étais en train de réfléchir quoi faire
Et je vous ai vu une fois entraîner à l'UFC. J'étais dans vos vestiaires. J'ai kiffé votre manière d'entraîner. Je viens d'avoir une lumière. Je viens en France. Il débarque en France. Sauf que dans la salle, il y a beaucoup d'hostilité. Parce que il s'entraîne dans la même salle où il y a Boulox. Boulox, qui est le complice de Michael Lebou et qui font une très belle émission qui s'appelle The AB Show. The AB Show. Et donc, je vais voir Boulox et je lui dis, ça se fait pas. À chaque fois qu'il y a Kefi qui tourne, tu guettes, tu vois ce qu'il fait, machin. Il dit, mais non, je vais pas le balancer, t'inquiète pas, non, je vais pas le balancer. Donc, je sais que Michael Lebou et son équipe savent déjà tous les points faibles. Quasiment la moitié des gars qui s'entraînaient avec lui étaient au moins corrects avec Michael, genre bien avec Michael. Genre, ils s'échangent des textos quasiment tous les jours. Et j'essaie de demander de la loyauté des gars en disant, faites quand même attention, les gars. On parle des teams, là. Là, c'est team, c'est pas une affaire de... Mais je sens que ça ne passe, ça ne... Ils font ouais, mais en réalité, c'est plus fort qu'eux. Ça reste un Argentin. Michael Lebou reste un C-Franc. Et donc, du coup, même s'il y a Team MMA Factory et Team Michael Lebou, c'est pas pareil, en fait. Et dans cette... Voilà les éléments qui vont faire que je me dis, le gars, il est perturbé. Il a des doutes. Il n'est pas bien. Et tu lui dis, oui, si Mika met le middle kick parce qu'il met soit des gros middle, voilà ce qu'il faut faire. S'il met ça, voilà ce qu'il faut faire. Trop compliqué. On va simplifier à 0. Tu vas te planter devant Michael. Tu vas avancer devant lui. Et chaque fois que tu vas mettre un overhead d'un côté, de l'autre côté, en inverse, tu vas remonter avec un uppercut en diagonale, en croisé. Et quand tu vas revenir avec un overhead de ce côté, de l'autre côté, tu vas remonter en uppercut et tu vas faire que ça. Ne fais rien d'autre. Ne cherche pas à comprendre. Si tu le connectes, tu vas le coucher. Ta seule chance de battre Michael Lebou, c'est le KO. Si tu ne le mets pas KO, il va te battre. Aussi simple que ça. Et finalement, ça a porté. Et juste comment ça t'a fait pour que lui intègre ça et se dise. Enfin, c'était un combat pas le plus important de sa carrière parce qu'il y a eu l'UFC avant, mais hyper important pour la suite. Qui se disent un truc aussi simple, entre guillemets, par rapport à ce à quoi je m'attends. Enfin, tu sais, qu'il ait pas ta confiance, mais en tout cas qu'il t'écoute et qu'il se dise on va faire ça. C'est là où intervient la confiance. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de la confiance entre l'entraîneur et l'entraîné. Si elle n'existe pas, laisse tomber. Je me rappelle exactement ce qu'il me dit. Il me dit, je te fais confiance, je te crois en toi. Si tu me dis ça, je vais le faire. T'inquiète pas, je vais le faire. Je vais vraiment le coucher. Et c'est une construction de quelque chose. C'est qu'il part de l'Argentine. Il arrive, il est au fond du trou, il sort de l'UFC. Et on va lui construire une carrière où il va avoir une victoire, ensuite une victoire, ensuite une victoire qui vont le mener progressivement jusqu'à faire la ceinture contre Michael Lebou. Donc, il commence à comprendre. Enfin, il me voit arriver à la salle. Je vais pas dire le nom de la personne, mais si je peux le dire, il va pas le prendre mal. Il va pas le prendre mal. Je pense bien. C'est Pico. Je vois qu'il s'entraîne avec Pico et je laisse stop. Et je dis en anglais, Pépi, est-ce que tu sais que Pico est le meilleur ami de Michael Lebou? Et là, il se décompose. Il regarde, il se retourne vers Pico et il dit, it's true, mais ça fait mal. Le mec, il est en territoire hostile. Il est chez nous et tu le vois triste qui dit, putain, comment je vais m'en sortir? Partout où je vais me cacher dans le 12e. Il y a quelqu'un qui me regarde. Je vais à Rungis, il y a toujours quelqu'un qui me regarde, qui connaît Mika et qui va lui envoyer des textos. Et là, Pico va prendre la parole et il va faire quelque chose de correct. Il va dire, attention, Fernand fait ça pour exagérer. Fernand, s'il te plaît, explique-lui parce qu'il va commencer à paniquer. Il dit, je suis un ami de Michael Lebou, mais je suis pas son meilleur ami. Et je suis un coach au MMA Factory, je suis un combattant du MMA Factory, j'ai le MMA Factory dans mon cœur, je vais pas te trahir.
ne t'inquiète pas, je vais pas faire ça. Je vais pas m'entraîner avec toi. C'est moi qui t'invite à t'entraîner et je vais pas aller te balancer. Donc, fais-moi confiance. Et le soir, il m'appelle, puis il m'envoie un texto, Pépi, et il me dit, merci beaucoup pour ce que tu fais. Ça me touche ta loyauté, ça me touche que tu sois capable de dire, sans passer par mille chemins, et de dire à un ami qui est en train de s'entraîner avec moi, et de me faire comprendre qu'il est l'ami de mon adversaire. Voilà ce qui construit une amitié, voilà ce qui construit une confiance, une loyauté. Donc quand je lui dis, Pépi, j'ai beau réfléchir, si on se met à faire tout ce que je t'ai mis sur le papier, tu ne t'en sors pas, bah, il croit en moi, il me dit, OK, let's go. Et derrière, toute la chaîne va se mettre en place parce que on parlait des game plans. Mais le game plan, c'est pas moi et Pépi. Parce que tu vois bien que quand Pépi combat sur arrêt, c'est pas moi qui le coach. Celui qui le coach, c'est Sofiane, so coaching. Celui qui le coach en préparation physique, c'est quelqu'un d'autre. Celui qui le coach au sol, c'est François Laurent. Donc, il y a toute une chaîne de personnes qui vont être au courant du changement de la stratégie. Et ces personnes vont mettre ça en application. Moi, je l'accompagne sur une période de la stratégie. Je laisse tomber. Je les laisse en autonomie avec les coachs qui sont désignés comme Baki qui vient de combattre, Benjamin le prend en main, Benjamin l'entraîne, le prépare, fait ce qu'il faut, fait le game plan et tout. Et ensuite, il laisse en autonomie pour que ses coachs qui sont avec lui à la salle et qui vont l'accompagner le jour du combat puissent l'amener à la victoire. Ça, c'est quand un game plan se passe bien. En cours de combat, quand il y a une évolution, là tu parlais du combat Cyril contre Francis, comment est-ce que ça se passe cette part d'improvisation? Par exemple, le combat Cyril contre Francis, je sais pas si tu peux en parler aujourd'hui, c'était quoi le game plan? Je sais pas si c'est. Non, non, parce que quand je dis ça, c'est. Après, c'est m'en un moque combat en fait. Après, c'est juste que. Parce que ça se passait très. Enfin, il y a eu deux. Enfin, je veux dire, en vrai, il y a eu deux combats. Enfin, ça a été très très bien et ensuite, ça n'a plus été du tout. Ok. Ce qui se passe, c'est que. On a d'un côté la stratégie qui peut être très simple. C'est un jour, il y a c'est ça où je vous déteste les médias, comment vous savez séquencer les parties, tu vois. C'est rageant, tu vois. Il y a Cyril qui a dit un jour, le combat aurait pu être facile entre Francis et moi. Et le titre est sorti du contexte, est placé comme ça, et tu as tous les petits tutos qui ne se connaissent rien, qui n'ont pas compris tous les débats qui disent, mais il est fou, il est bête ce mec. Il vient de se faire tabasser par Francis et il dit que le combat aurait pu être facile, mais d'où qu'il était facile. La réalité, c'est que si tu es objectif et que tu comprends ce qu'il voulait dire, ce qui veut dire, c'est que je me suis compliqué la vie à aller chercher une décision compliquée alors que j'étais en train de me balader et que j'aurais pu continuer à faire ce que je sais faire, toucher sans être touché, avant de mettre ce coup de pied qui va ricocher sur l'épaule, qui va tomber dans la main et que Francis va capitaliser et me retourner et me plaquer au sol. Et à partir de là, le combat devient compliqué. Voilà un exemple de simplification et de complexification très rapide en fonction du suivi du game plan. Et là-dessus, pour le coup, il n'a pas manqué de suivre le game plan. Le game plan était suivi. Il se trouve juste que le hasard fait que son coup de pied, qui est un coup de pied, qui est un front qui est censé piétiner le visage de Cyril, tombe sur l'épaule, ensuite glisse et tombe dans le creux du coude, et là, il y a la bascule. Ensuite, Francis, lui, il a fait une réadaptation. Francis a capté que il y a moyen. Physiquement, je le tiens, c'est petit, il y a moyen que je lui mette la pression avec le physique. À partir de là, il va mettre la pression et c'est là où la croyance, l'acceptation de dire attention, Francis peut m'amener au sol, va peut-être manquer. Mais à partir de là, c'est essayer de rattraper. Mais sauf que tu es déjà dans un bourbier où ça commence à faire la musculation. Et la musculation fait que ça devient épuisant. Donc, du coup, ça taxe beaucoup sur le système énergétique. Et donc, en réalité, il ne fait pas une grande faute. Ce qu'on lui a appris à Cyril, c'est
quand tu te fais amener au sol par un mec qui est moins élaboré que toi au sol, mets des contre-attaques de façon à ce que les soumissions le mettent en danger et que pendant qu'il est en danger, toi, tu te relèves, lui va reculer pour éviter le danger et toi, tu vas reculer de l'autre côté et revenir à la verticale, puisqu'à la verticale, tu gagnes le combat. C'est sûr, tu le gagnes à la verticale. Mais ce qu'on n'a pas compté, c'est que si ça dure au sol, la quantification de l'énergie ne sera pas pareille. Parce que autant Cyril peut régénérer de l'énergie facilement quand il est en version debout où il se déplace, autant quand il est au sol, le régime de contraction musculaire va taper dans ce qu'on appelle la capacité lactique et ça va réduire sa possibilité de contracter les muscles. Ça va donc aller taxer sur l'oxygénation parce que la partie centrale, cœur, poumon, tourne en turbine et essaie de ventiler en apport d'oxygène pour venir aider les mitochondries à respirer. Mais lui, c'est dur, quoi. Ça serre, et donc il se débat et il y a toujours un manque d'oxygène. C'est ce qu'on appelle la dette d'oxygène. C'est ce qu'on appelle à un moment donné la dette lactique. Parce qu'il commence à avoir une complexité à contracter les fibres musculaires. Mais il a fait ce qu'il fallait, dans le sens où on t'amène au sol. Qu'est-ce qu'il fait quand on l'amène au sol? Boum, tout de suite, il attaque la Kimura. Il met vraiment en danger Francis sur la Kimura, mais c'est un arbre, le beau. Donc, tu mets la patate comme tu veux, mais ça peut ne pas passer. Mais du coup, est-ce que dans ces cas-là, toi, t'adaptes ou pas? Attends, est-ce que tu te rappelles que tu as vu Georges Saint-Pierre mettre une clé de bras à l'UFC et ça ne passait pas? Et quelques minutes après, il est allé viser sa clé de bras dans les vestiaires. Tu te rappelles de cette histoire-là? Mm-hmm. Ben, c'est comme ça. C'est pas arrivé à n'importe qui. Georges Saint-Pierre, il a tenté de passer une clé. Tu peux pas dire il est bidon au sol. Il a tenté, c'est compliqué. Donc, dans le cas de Cyril, il tente sa Kimura. La Kimura ne passe pas. Il sort le bassin, il envoie la main pour aller chercher la guillotine. La guillotine ne passe pas. Il repousse, il attaque en clé de talon. Il fait ce qu'on lui a demandé. Et ça, c'est compliqué pour un poids lourd. D'avoir un mec massif de 120 kilos qui est posé sur toi et tu fais tous ces attaques en chaîne. C'est rare. Moi j'ai des mecs légers qui attaquent de manière monotâche. Et là, on a quelqu'un qui attaque en multitâche. Ça, c'est génial, en fait. Mais il va être juste. Et à partir de là, on est en dette d'oxygène. Et donc, en réalité, il n'y a pas un moment où tu peux le blâmer en disant, mais non, tu n'as pas suivi la stratégie. Il fait ce qu'il doit faire. C'est d'attaquer les soumissions et de trouver des ouvertures. Il y a même un moment où, grâce à la clé de talon, il va avoir un sweep. Il va même pouvoir mettre une amenée au sol. Il y a un timing où il a décalage propre et tout, il fait tomber. Ce qu'un gars comme Stipe n'a pas réussi à faire sur Francis. Mais malheureusement, Francis dessus, game plan de Montel, il est solide, il tient la route, il ne lâche pas l'affaire et ça se passe plutôt bien. Donc, je ne sais pas si c'est le bon exemple pour le game plan. Moi, je ne vois pas ça comme un exemple de game plan parce que quand tu as observé le combat, est-ce que tu as Moi, quand je disais ça, c'était bon game plan en fait parce que les 2 premiers rounds, c'est Cyril en balade, tu vois. Cyril en balade et c'était plus dans le côté adaptation. Voilà, c'est plus le côté adaptation de dire ok, maintenant que ça lutte, j'ai fait comment. Ouais. Et je note que t'as pas donné le game plan. Le game plan, non, je l'avais déjà donné, je vous l'avais dit. Je l'ai dit, le game plan, que le game plan était basé sur le taekwondo. Oui, c'est vrai, oui, pardon, autant pour moi, oui, en plus tu l'avais dit, oui. Voilà, le game plan était basé, on avait les mots qu'on choisissait, c'était le dolio chagi, c'était des mots prononcés, voilà, tous les mots qu'on avait choisis, tous les coups le yop chagi, le machin, tout ça, c'était des mots qu'on avait choisis pour que le camp adverse ne comprenne pas quand on parle de middle kick ou de high kick et qu'on puisse parler en coréen. C'est aussi ça le game plan, c'est que dans le game plan, je marque tout en blanc sur un PDF et puis j'explique ce qu'on va faire en disant
Ces mots-ci, ces thèmes-ci, Francis, il les connaît. Si tu veux gagner, il faut pas que tu utilises ces thèmes. Il faut que quand je dis ça, ça signifie ça. Ça signifie ça. Quand je dis, voilà. Et quand je dis distributeur universel, ça veut dire tu te mets en latéral et en gros, tout ce qui bouge et tout, dès que ça bouge, tu lèves ton pied latéral et tu touches comme une espèce de coup de pied latéral qui va, mais très rapide comme un diable, en fait, qui va mettre de la distance et qui va empêcher qu'il puisse s'exprimer sur toi. Ensuite, tu vas mettre les types en face. Et puis, donc, il y avait tous ces mots de taekwondo là qu'on a choisis et qui étaient des mots coréens qu'il a appris et qu'il savait et qu'il avait capté, que ça se jouerait sur toucher sans être touché et le mettre en difficulté à distance. Et puis, éventuellement, aller chercher beaucoup travailler sur la mi-section, en sachant que ce qui était recherché, c'était la tête. Soit sur un coup de pied retourné, soit sur, voilà. C'était ces frappes-là qui étaient cherchées, c'était ces mises en danger-là qui étaient cherchées, parce qu'on savait que sur la stratégie du combat d'avant, Francis avait beaucoup travaillé au corps. Je connais que Eric Nixit, il privilégie beaucoup le travail au corps en anglaise et je savais qu'en allant chercher le corps chaque fois, il y a la tête qui descend et qu'on va travailler beaucoup en mi-section pour empêcher le confort de descendre au corps et à un moment donné remonter à la tête. C'était un peu ça, y compris le Juchagi qui est ce coup de pied retourné où en gros c'est le coup de pied retourné direct. Hein. Je me retourne et puis je mets un coup de pied de cheval, quoi. C'est ce qu'on appelle le Juchagi en taekwondo. Donc il y a tous ces éléments-là qu'on avait pris du taekwondo, qu'on a mis en place et qu'on était censé utiliser. Et ça se passait bien jusqu'à ce qu'il y ait la projection qui a tapé rapidement dans les réserves d'énergie, d'où le coaching qui n'est plus un coaching de stratégie puisque tu n'es plus là. Tu vas dire à un mec, mettons, comme le combat de William Gomis contre Francis Marshall, tu vas lui dire, mets ta main à gauche, mets ton pied à droite, va chercher ça parce qu'il y a des erreurs qu'il fait et tu veux les corriger en temps réel. Mais en réalité, sur le combat de Cyril contre Francis, il n'y a pas d'erreur. Il y a juste que on sent qu'il y a une grosse fatigue qui s'installe et il faut rebooster pour reprendre le dessus rapidement. Il faut rebooster, il faut remettre un coup de collier, quoi. Et donc, le coup de collier, à part lui dire, lui donner des encouragements, il n'y a pas la magie à faire. Mais le combat sur lequel on s'est vraiment, je me suis gouré sur la stratégie, était le combat de Nassourdine contre Strickland, Oz. Non, la dernière défaite. Donc Strickland, ouais. Strickland. Voilà. Parce que dessus, sur ce combat-là, en réalité, la distance qu'on veut utiliser est celle de in and out. Et cette distance-là ne marche pas avec les gens. Strickland, il a une bourse de fou. C'est un swimmer. Swimmer, il est sur toi, quoi. Il est sur toi et ça boxe tout le temps et tout. C'est pas un brawler, c'est pas un stalker, c'est un swimmer. C'est des mecs qui sont sur toi. Et ces mecs-là t'étouffent. À chaque fois que tu fais des in and out, quand tu reviens, tu as un tampon, que tu le rencontres parce qu'il n'est pas là, il ne reste pas sur place. Du coup, toi, tu fais in, tu veux faire out, mais il vient avec toi et quand tu veux faire in, il a faussé la distance. Et tu te prends en compte. Et donc, on a trouvé la solution à la fin. C'est à la fin, au 5e round, où Nassourdine est censé être mort, qu'au 4e, on lui dit, Nas, ne ressort plus. Reste dans la boîte, fais la guerre à l'intérieur, bloque et tout, monte un casque sur la tête, reste à l'intérieur, boxe. Et là, il commence à toucher durement Strickland qui vient l'accrocher. Mais voilà, Strickland, lui, là, il s'est réadapté rapidement. Mais là, pour le coup, voilà, mais c'est un jeu. Et sachant que Strickland s'entraîne dans la même salle, c'est là où ça devient tricky, ça devient intéressant. C'est que Strickland s'entraîne dans la même salle que Curtis Blade, que Chris Curtis. Ils ont le même coach qui est Nixit. On sait que le mec, il va pas être con. Il sait comment Strickland a battu Nassourdine. Il va demander à Chris de faire la même chose. Donc, la stratégie qu'on a préparée, c'était maintenant,
On a préparé une stratégie comme si on allait affronter Siglan en gaucher. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on aurait dû faire avec Siglan, on l'a fait sur Chris Curtis, mais en gaucher. Et là, ça a marché pour le coup parce que pour le coup, il y avait une gestion des distances avec un sang-froid. Donc, voilà un game plan sur lequel je me suis loupé et voilà, tu peux pas. La réadaptation, elle est revenue tardivement parce que on ne comprenait pas son jeu. Mais et à quel moment justement tu te dis, pas on abandonne le game plan, mais tu vois, tu te dis bon, là on s'est gouré, il faut changer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Donc on a sourné, c'est arrivé tardivement dans le combat, mais de te dire bon, peut-être que là c'est juste un round et Moi, ensuite c'est on va arrivé se refaire. à la fin du troisième round. J'ai compris que ça ne pouvait pas marcher. Il fallait qu'on change. Mais le temps de changement prend. Il y a un temps incompressible pour que le gars comprenne qu'on doit changer maintenant. Tu vois, le cas de. Aujourd'hui, les mauvaises langues vont dire que Chris Curtis n'a pas de lutte. C'est juste 100% jamais amené au sol. Et tu vois bien que, du coup, pour le coup, Esrem Coutu et Nixit n'ont pas pu s'adapter. Parce que le temps de donner les informations en disant ah c'est relou le blick qui te fait, c'est relou ce pivot qui fait sur la gauche, c'est relou comment il se déplace. Le temps qu'ils comprennent, bah il y a un round que tu vas perdre. Et c'est ce qu'on a perdu comme round, le temps que Nassoudine arrive à reprendre le truc et tout. Et puis bah c'était un peu trop tard. Mais voilà, c'est ce temps-là. Mais pour parler, pour être plus pour aller plus rapidement dans les vrais conseils qui intéressent les clubs et les coachs, c'est que le game plan, il faut le voir déjà de deux manières. La première manière, c'est est-ce que vous amenez vos gars en compétition sur un tournoi? Imaginons une compétition de grappling. Comment vous faites pour faire un game plan alors qu'il y a un tournoi, il y a 16 personnes? Ce que je peux vous dire, c'est que faites du Google. Ce que je fais quand j'ai des jeunes qui vont combattre sur des compétitions amateurs, dès que j'ai la liste de tous ceux qui sont inscrits dessus, je vais missionner quelqu'un qui va fouiller toutes les informations sur Google de toutes les 32 personnes sur la liste. On va pouvoir savoir, en tapant leur nom sur Google, si ça ressort en judo, si ça ressort en karaté, si ça ressort en muay thai, ainsi de suite. En général, en MMA, quand quelqu'un vient faire une compétition amateur de MMA, il y a de fortes chances qu'il ait déjà eu un passé quelque part. Peut-être sportif, peut-être rugbyman, peut-être basketteur, mais il y a quelque chose quelque part. S'il est footballeur américain ou basketteur, tu vas déduire que physiquement, il y a le physique. Il est physique, donc il faut éviter la confrontation physique. S'il a fait la lutte, bah, ça te donne des indicateurs. S'il a fait du judo, voilà comment on fait pour avoir une petite avance dessus. Ensuite, sur place, quand il y aura l'appariement et qu'on sait qui va affronter qui, on va réajuster les derniers trucs. Mais le plus important sur un tournoi, c'est de savoir où va se passer la compétition, quel est l'espacement de combat, parce que ça va dépendre aussi, ça va vous donner l'idée de ce que vous allez faire comme récupération entre deux combats. Vous avez un combat de grappling, le combat se termine, est-ce qu'il s'écoule 1 heure avant le prochain combat? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes dans la KT ou pas? Auquel cas, si il y a 1 heure entre les deux, vous allez adopter ce qu'on appelle la récupération active, qui est la meilleure récupération dans ces situations-là. En gros, le combat est terminé. Au lieu d'aller s'asseoir, on va faire un petit shadowboxing d'une vingtaine de minutes à une intensité de 30 à 45% de son VO2 max. Si vous ne savez pas quantifier 30 à 45% de votre VO2 max, juste il faut pouvoir faire le shadowboxing avec une possibilité, sans signe d'essoufflement, avec une possibilité de pouvoir converser, être capable de converser pendant le shadowboxing et ça va facilement vous permettre de récupérer et vous mettre prêt pour le prochain show. C'est important de comprendre toutes ces données parce que finalement, sur un tournoi, c'est pas forcément le plus fort qui gagne, c'est celui qui aura mieux appréhendé ses adversaires, c'est celui qui saura éviter les blessures, c'est celui qui saura lire l'appareillement et comment ça va se dérouler. Donc voilà, malheureusement, le tournoi, il y a beaucoup d'incertitudes. Maintenant, quand on fait une préparation pour un combat comme ce qui se passe à l'UFC, c'est plus
il y a beaucoup de certitudes, enfin, il y a en tout cas moins d'incertitudes. On sait qui on va affronter et on va aller chercher à regarder d'abord les vidéos de son élève à soi. On pense à regarder souvent les vidéos de l'autre, de l'adversaire, mais on oublie que les vidéos de notre élève à nous vont nous donner beaucoup d'indicateurs de comment va se passer le combat. Là, je bouffe les vidéos de Cyril Gane depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça m'aide à me refaire une idée de ce qu'il est réellement capable de faire. Parce qu'à force, avec le temps, tu vas oublier ce qu'il est capable de faire. Parce qu'on t'a appris que on vient t'apprendre des choses sur ton propre élève. Et donc, on va t'apprendre que Cyril Gane, il est incapable de faire quoi que ce soit au sol. Et qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe au sol. Et ensuite, tu te rappelles que, oh tiens, quand on était à son premier combat au TKO, il a mis une guillotine, un petit bonhomme. Et alors qu'on avait révisé ça, il le dit en vidéo à la fin du combat en disant, quand vous m'avez vu faire ça, quand on a dit vainqueur par soumission guillotine, j'ai fait ça vers Fernand Lopez, c'est parce que c'était une dédicace pour lui parce que quelques jours avant le combat, on avait révisé cette guillotine. Il m'avait dit, je pense que ça va passer. Je pense qu'il va vouloir t'amener au sol et tu peux lui passer ça, je pense. Et c'est passé. Ça te rafraîchit la mémoire sur ce qu'il est capable de faire. Ensuite, tu te rappelles qu'il a mis une soumission à un un black belt à l'UFC, un Brésilien. Après, ensuite, tu te rappelles qu'il a mis une autre. Bref, ça te repositionne les idées en te disant, le mec, il a gagné 50 000 $ pour une soumission imprimée à l'UFC. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il sait faire. Et ça te reconforte dans l'idée de dire, tiens, on dit qu'il n'est pas bon en clé de talon, mais je me souviens quand même qu'il a mis une clé de talon à Deontay Wilder. Et si ça peut passer sur Deontay, peut-être que ça peut passer aussi sur notre ami Spivak. Tout ça te donne des éléments et tu sais aussi ce qu'il ne fait pas bien. Tu vas regarder les matchs et tu te dis, bon, il a quand même mis ses bras arrière qui a fait que un gars assez expérimenté prenne son dos et qu'il aille chercher. Il est capable de mettre les bras en dessous. Et tu te dis, bon, quand tu mets les bras en dessous, qu'est-ce que le judoka fait? Tu vois un peu ce qu'il fait et tu te dis, ah, ça va m'aider ça. Ça me permet de voir les erreurs qu'il fait. Et donc, tu prends toute cette somme-là d'erreurs et tu vas ensuite aller regarder les combats de son adversaire. Nous, aujourd'hui, on a ce système assez facile qui nous permet de disséquer les vidéos et d'avoir que les bouts que je veux. Les bouts offensifs, les bouts défensifs, les bouts de lutte, les bouts de grappling, les bouts de striking. À partir de là, tu as ce que tu sais de toute la vie de Cyril Gane, sportivement parlant. Tu sais ce qu'il sait faire avec les genoux. Tu sais ce qu'il sait faire avec les coudes. Tu as tout ce qu'il sait faire de l'autre côté. Ça te permet de te rafraîchir le mémoire et de remettre tout sur la table et tu vas aller sur un game plan. Ce n'est que quand tu as tous ces éléments-là que tu vas choisir les points faibles, les points forts, et tu vas choisir les incontournables. Chacun a des incontournables. Cyril a des patterns. Et Spivak a des patterns. Et donc, tu vas te mettre dessus en disant, je vais aller chercher ce que l'autre sait faire et qui a comme réflexe. Quand il est tenu comme ça, quand il est poussé comme ça, quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Voilà ce qu'il fait. Je vais noter ça pour être sûr que je puisse le pousser à faire ça pour obtenir ce que je voudrais. Et voilà. Tu établis ton game. Quand c'est bon, tu le partages au groupe WhatsApp de tout le camp d'entraînement qui a été nommé Gane Paris 2. À partir de là, tu le dispatches. Le préparateur physique a compris vers où vous allez. Et donc, du coup, il va préparer physiquement bon gamin vers le type d'entraînement. Si c'est un game plan où il y aura de l'espacement et donc on va rester sur la pointe des pieds, il va devoir faire le renforcement des membres inférieurs pour aller chercher cette endurance-là, à se déplacer, changer de direction. Si c'est parce qu'on a prévu des soumissions, il va falloir aller travailler de la contraction isométrique pour aller chercher à faire des bonnes soumissions et à pouvoir continuer à contracter malgré
la production dans les muscles d'un sous-produit qui vient ralentir la contraction musculaire au bout d'un moment. Et donc, il y a tout ça qui est mis en place, qui est enchaîné, et le préparateur physique prend en compte. Le préparateur mental a compris que dans le game plan, je vais noter dessus que Cyril va faire son retour après une défaite. Une défaite traumatisante. Une défaite avec une grosse charge émotionnelle. Une défaite avec beaucoup d'enjeux et une défaite qu'il a quand même exposée. Parce que, comme vous avez entendu, le combat Cyril Gane contre John Jones a été le 4e ticketing de toute l'histoire de l'UFC et a été l'un des meilleurs pay-per-view sur l'année récente. Et donc, du coup, tu te dis, bon, non, j'ai dit quoi, le 4e ticketing de l'année en cours. C'était 5e ticketing all time et le premier hors Conor McGregor. Et au niveau du pay-per-view, c'était le premier depuis 2 ans, je crois. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, tu te dis que ça veut dire qu'il y a eu une grosse exposition qui fait que beaucoup de gens vont le regarder et ça apporte une pression supplémentaire. Ces éléments-là, tu le donnes au préparateur mental en disant, j'ai besoin que tu gères ces émotions. C'est d'ailleurs l'intitulé de la certification et des diplômes de son préparateur, de son préparateur mental, c'est qu'il est bon sur la gestion des émotions. Préparer tout ça. Et ensuite, tu vas voir les autres coachs et ils seront au courant de la direction que vous prenez. Tu vas avoir des discussions avec les coachs. Est-ce que c'est pertinent que tu ailles prendre ce mec parce que j'ai l'impression qu'il ne sait pas boxer et peut-être que celui-ci en sparring, ça peut aider. Tu vas t'expliquer, tu vas dire, ouais, la raison pour laquelle je choisis celui-ci, parce que il a ça, il a ça, il a ça, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est pour ça que je choisis pas celui-ci. Vous discutez, vous vous mettez d'accord, on suit un grand entraînement, boum, c'est parti. Il y a toute la chaîne qui est au courant. À partir de là, on peut dérouler. Et on va pouvoir disséquer d'abord avec de la progressivité, un apprentissage simple, et ensuite on va disséquer pour aller dans la longueur. Et est-ce que c'est possible, Fernand, de changer de game plan en cours de préparation? Waouh! Je suis déçu là, t'as pas lu mon bouquin Training Camp. Il est là. Oui, il est là, mais tu ne l'as pas lu. Mais si. Training Camp, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a écrit le bouquin Training Camp en temps réel. On l'écrivait pendant que la préparation du combat se passait. Et donc, en temps réel, on a fait des changements qui sont mis dessus. C'est qu'en clair et net, on a fait beaucoup de changements. On commence par exemple le combat de Cyril contre Francis en disant pas de clé de talon. Sur le premier game plan, premier sorti, pas de clé de talon, jamais de clé de talon. Ensuite, je reviens moi en disant si on a une ouverture, il faut la prendre la clé de talon. Parce que je vois Cyril en dessous en train de faire la clé de talon et je me dis que la violence du ground and pound pourrait le mettre mal s'il prend une clé de talon qui tarde à te frapper et s'il tient la tête, il peut peut-être sortir de là et l'allumer. Ensuite, pendant que le camp d'entraînement avance, je vois le nombre de personnes à qui Cyril passe les clés de talon et 5 versions différentes des clés de talon. Je le vois qui est avec des personnes qui essaient de le frapper et qui les met mal à l'aise parce qu'il déplace beaucoup ses hanches et qu'il joue beaucoup sur le dos. Et ça me reconforte à l'idée de me dire non, j'ai éliminé ça, mais c'est possible. Et puis, finalement, c'est le truc sur lequel certains pensent que c'est la clé de talon qui a fait qu'on perde le combat. C'est discutable, on ne sait pas, peut-être. Mais en tout cas, oui, la réponse à ta question, c'est oui, le game plan, il faut qu'il change. Je viens de te dire que Pépi, on l'a changé. Il faut qu'il soit capable d'être adaptable. S'il est bon, on le garde, on ne discute pas, il ne bouge pas. Mais s'il n'est pas bon, il faut qu'on le réadapte, qu'on le change.
Et comment ça se passe là, quand tu changes le game plan en cours de route, dans les discussions que t'as avec ton élève? Comment? Parce que t'as parlé de confiance, ça, c'est toujours la même chose. Il faut qu'il ait foi à 100%, toi, de toute façon. Non, ça dépend des élèves. Dans le cadre de Pépi, il faut juste qu'il ait foi et qu'il croit et qu'il ne discute pas. Dans le cadre de Cyril, euh, ou les Taylor la plus, par exemple, il faut que tu lui expliques. Ils sont cognitifs. Il faut que tu lui expliques de quoi tu parles. Dans le cas de Daria sur Arès, qui met le chaos face à Loiseau, Marie Loiseau, bah, c'est simple, c'est basique, mais la psychologie sportive chez les femmes fait que elles ne font pas des trucs pour rien. Il faut expliquer. L'étude de la psychologie sportive chez les hommes a prouvé que les hommes, tu leur dis, nous sommes au quatrième étage, saute, les gars, sautez, on sort par la fenêtre, on saute, on saute, saute. Ils te font confiance, ils sautent, sans savoir s'il y a une piscine en bas. Les femmes, si tu leur dis, faites 10 pompes, tu peux obtenir les 10 pompes, mais tu obtiendras euh, un meilleur engouement si tu expliques pourquoi les 10 pompes, à quoi ça sert les pompes. Donc, donc c'est toujours une affaire d'adapter sa stratégie vis-à-vis, d'adapter le langage, la communication. Cyril, on discute beaucoup. Il est très cognitif. Il aime comprendre. Vraiment, il est curieux de comprendre, comme si il préparait une formation, comme s'il préparait comme s'il devait, comme s'il allait devenir coach après sa carrière. Il aime quand j'arrive et je dis, bon, je peux pas le lâcher comme ça en disant, bon, j'ai changé de game plan et tout, vas-y, fais ça. Non. Il va dire, ah bon? Ah bon, le King, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe, le King? Il veut comprendre. Non, parce que après avoir vu, quand je réfléchis, je pense que nani nana, et voilà. Alright, très clair. Je pense qu'on a fait le tour sur les game plans. Est-ce que peut-être tu peux juste une dernière anecdote, ton meilleur game plan? Genre le truc où tu t'es dit là on a fait soit très fort je sais pas, par sa simplicité, par le résultat, enfin, tu vois un exemple que t'as en tête où tu te dis là, ou même un truc, voilà, ou même peut-être un game plan qui était surprenant par rapport à ton combattant, tu vois. Le game plan devient meilleur quand euh, le game plan devient meilleur quand la victoire est improbable. Tu vois, c'est là où ça devient intéressant. Euh, Jusqu'à date, l'upset que j'ai fait en game plan qui me reste en mémoire, c'est Sylvain Potard contre Bedozo, Boubacar Baldé. C'était au 100% fight. Je coachais Sylvain Potard, Monsieur Templier coachait Boubacar Baldé. Et donc, on arrive avec une stratégie où euh, on est à 2 semaines du combat. Quand je prends Sylvain Potard en main, Sylvain Potard a peur des coups, ne sait pas encore boxer. Euh, Boubacar Baldé est surnommé Blackout, tellement il tape fort. OK, donc Sylvain Potard, équipe de France de boxing, de judo. Boubacar Baldé, bon boxeur, qui frappe très dur et qui met des gros KO au point où on le surnomme Blackout. Et la stratégie va être simple. Je vais commencer, je vais faire pendant 3-4 jours de la pliométrie basse à, à Sylvain Potard. Ça veut dire que j'attache une petite corde à 10 centimètres du sol et il doit sauter en élevant les pieds autour de la corde. Il doit sauter, sauter, et puis faire des allers-retours, des allers-retours. Et ensuite, je lui apprends les déplacements
pour fuir le cadrage. Je fais comme si je le cadrais, et puis il fuit, il se déplace, il fuit, il fuit, il fuit. Et donc, la stratégie, elle est celle-ci. Fuir le combat pendant 5 minutes jusqu'à ce que Boubacar Baldé n'en puisse plus. Frustrer son camp, frustrer ses coachs, de façon à ce qu'on lui demande d'aller le chercher parce que Sylvain Potin a peur. Et quand il va le chercher, là, Sylvain va juste changer de niveau sur un bras arrière, comme ce qu'a fait Jones, et puis l'amener au sol. Donc, ce que j'aime sur cette stratégie, c'est que c'est une stratégie qui est tellement anti-combat que je vais noter dans le game plan à Sylvain Potard, tu vas te faire huer par toute la salle. Mais il faut que tu donnes le sentiment d'avoir vraiment peur. Laisse passer un round. Fuis comme un lapin. Ne fais même pas semblant. Tu mets un jab, tu cours. Tu mets un faux coup de pied, tu cours. Tu fais vraiment le mec parce que Boubacar Baldé t'attend. Il a un bon sprawl, il a un bon uppercut. Si tu y vas, il va te cueillir. Tu n'as pas encore le timing, tu n'as pas l'expérience, tu ne peux pas le battre. Par contre, ton amené au sol est pas mal. Maintenant, il faut qu'il vienne vers toi, mais tu n'ailles pas le chercher. Pour qu'il vienne vers toi, il faut qu'il pense que tu n'as plus rien, que tu n'as rien dans la culotte. Et c'est ce qui va se passer. Donc, activation, il fuit, il fuit, il fuit, il fuit. Le round arrive, la pause arrive. Stéphane Choufoué, il vient me voir dans le coin, il me dit, Fernand Lopez, tu fais quoi? Je dis, mais comment ça, je fais quoi? Il me dit, mais t'es en train de me pourrir mon événement. Parce que le signe que j'avais pour lui dire de fuir, c'était ça. Je lui avais dit, si tu sais pas quoi faire, quand tu me regardes, si je fais ça, cours. Quand les gens vont te huer, ça veut dire que la stratégie est en train de marcher. C'est les gens qui vont encourager le camp adverse à venir te chercher. Et Boubacar ne savait pas cadrer. Il ne cadrait pas bien, il le suivait. Donc, du coup, ça fuit, ça fuit. Au bout d'un moment, il sort du round et donc le coin va lui dire, va le chercher. Va le chercher, va le chercher. Et donc, du coup, Boubacar qui était sur la défensive n'attend plus, il fonce. Il jab, bras arrière. Dès le bras arrière, changement de niveau, amené au sol, Kimura dans la foulée, échec et mat. Bah voilà, la boucle est bouclée. Je pense que Fernand a été assez complet sur le sujet. C'est pas mal. Je pense pas on a été complet. Je pense qu'il y a 15 000 choses à pouvoir dire sur le game plan, mais on a rapidement dit ce qu'il y avait à dire. Je dis encore, ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent vraiment passer un niveau au-dessus en termes de pédagogie et sur la compréhension de combattants de haut niveau, n'hésitez pas à aller sur ma bio. Il y a un lien qui est marqué passer au niveau supérieur. Non, c'est pas ce qui est marqué. Je sais pas exactement ce qui est marqué. Je vais vous le dire dans 2 secondes. Mais sur le lien en bio, cliquez dessus et vous allez pouvoir vous inscrire pour avoir une formation qui est faite pour vous dans votre style. C'est marqué, je veux atteindre le haut niveau. Ce lien-là, je veux atteindre le haut niveau. Il y a une somme de formations proposées avec des packaging super rapides. N'hésitez pas à aller dessus, inscrivez-vous et vous allez pouvoir en savoir plus sur tous les sujets qu'on aborde ici. C'est au next level. Fernand, merci Yes. beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec tout neveu de réussite pour notre cher BSD qui affronte Bonfim pour un très 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 gros choc dans la nuit de samedi à dimanche, donc on débriefera ça. Il y aura aussi un gros sujet comme cette semaine avec le sujet du game plan. Et puis voilà, peut-être qu'il y aura des news sur l'UFC Paris à suivre. Je lui souhaite très sincèrement toute la réussite à BSD. Et c'est un combat dur, mais je pense qu'il peut le battre. Et donc, je lui souhaite beaucoup d'énergie. On est avec lui. Let's go.
Zip.